merci à Florent Parmentier de nous accueillir, enfin, d'avoir répondu à notre invitation à débattre et avoir cet échange de vues sur une élection législative. Alors, dans le teaser, on l'a présenté comme étant la Roumanie à la croisée des chemins. À chaque élection, c'est un peu ça, mais on sent que voilà, pas mal de cartes sont en train d'être battues dans cette région. On en veut pour preuve le scrutin, peut-être que tu nous en diras plus, présidentiel hier chez le voisin roumanophone de Moldavie. Et donc, des cartes rebattues, un scrutin qui approche, avec toujours, et c'est ce qui nous motive, c'est d'aller au-delà des caricatures et des stéréotypes. La Roumanie a bien plus de choses à offrir, d'autres que cette espèce d'image d'Épinal d'un pays pauvre, gangréné, avec de la corruption, avec tout ça, n'arrivant pas à gérer correctement, ou en tout cas avoir une relation avec la minorité rom. On a une partie de l'Union pour lesquelles d'ailleurs tous les citoyens n'ont pas les droits. La Roumanie n'a pas l'euro, la Roumanie est hors de Schengen. Donc on a là des citoyens qui le vivent mal, et qui pourtant clament leur amour de l'Union européenne, un très fort attachement. Et donc, ça sera utile de se poser des questions. Florent, la parole est à toi. Je rappelle donc que toi, tu es secrétaire général du CEVIPOF, donc grosse institution française sur l'analyse de la politique nationale. Animateur, créateur Créateur, oui, on peut. d'Eurasia Prospective, et enseignant à Sciences Po. Je te laisse la parole. Et merci Alexander. Peut-être l'idée c'est comme on se disait hier, en fait, prendre 15-20 minutes peut-être pour vraiment planter le cadre et lancer un certain nombre de pistes. Et puis ensuite, l'idée, comme on est un nombre relativement, relativement propice à un échange individuel, je pense qu'on pourra effectivement prendre le temps de revenir sur les différents éléments. Je pense qu'il faut rappeler peut-être quelques éléments de cadre sur ces élections à venir. Et puis ensuite, on passera aux enjeux et puis peut-être aux perspectives qui se présentent pour la Roumanie. Premier élément, c'est que les élections se passent bien en Roumanie. Je pense que c'est important de le rappeler. Je pense que dans un certain nombre de pays, le fait de voter et de pouvoir changer par le vote est un droit qui, on l'a vu en Biélorussie, qui n'est pas garanti. Donc évidemment, on n'est pas du tout dans ce type de configuration. Les élections sont reconnues comme étant tout à fait acceptables et conformes aux standards, avec peut-être une particularité par rapport à la France, je pense, qui est important de rappeler, qui est l'importance de la diaspora dans les processus électoraux, c'est-à-dire que même si la Roumanie ne fait pas partie de Schengen, et Alexander, tu avais raison de le rappeler, un peu le sentiment de pays de seconde classe, malgré tout, il faut observer qu'il y a aujourd'hui plusieurs millions de Roumains qui ont migré, y compris essentiellement au sein de l'Union européenne. Et donc, dans chaque élection, il y a il y a à la fois l'importance évidemment du majoritaire, le vote du pays, et puis il y a le vote de la diaspora, les deux ne se recoupant que très imparfaitement. Et on l'a vu effectivement hier avec la Moldavie, à ceci près que la Moldavie donc, a aussi une très très forte diaspora, et des résultats à la sortie des urnes à 20h, comme on le connaît chez nous. Et puis c'est un peu comme si chez nous on se disait, tiens, on va attendre les 10 millions de Français qui habitent à l'étranger. Donc ça change un peu le mode de scrutin, et ça change aussi les perceptions, peut-être le système politique également tel qu'on se trouve. Donc ça, c'est un élément, peut-être quelques éléments sur la gauche roumaine dans ce cadre-là, essentiellement, mais pas uniquement, représenté par le Parti social-démocrate. Ce qu'il faut voir, c'est que ce parti était
extrêmement puissant il y a quelques années, c'est-à-dire en 2016, on était sur des résultats considérables. Et donc, la question, effectivement, quand vous êtes à 47% des voix en 2016, vous ne pouvez quasiment que baisser, ne serait-ce que par les questions d'usure du pouvoir, etc. Dernièrement, le Parti social-démocrate a à la fois perdu aux européennes, il a perdu à l'élection présidentielle assez largement contre le président en place, Iohannis. Il a subi un certain nombre de défaites au municipal. Il a pris 2 des 10 plus grandes villes, mais il a perdu Bucarest, ce qui est en soi quelque chose d'important. Et donc, il y a cette question du renouvellement du Parti social-démocrate tel qu'il doit être fait. Je dis renouvellement parce que dans la pratique, le Parti social-démocrate fait partie d'une gauche qui est peut-être pas celle qu'on connaît en France. En tout cas, il y a plusieurs gauches naturellement, mais disons que le PSD est parfois assimilé à du conservatisme social, beaucoup plus que les partis, paradoxalement, s'il devait y avoir un mouvement j'allais dire, de contestation de type famille pour tous, etc., plus de chances d'avoir des soutiens massifs au sein du PSD que des libéraux de la droite roumaine, parce que la question du conservatisme social, parce que le rapprochement avec l'Église est plus fort de ce point de vue-là. Donc il y a des marqueurs de notre identité politique de gauche en France qu'on ne retrouve pas évidemment en Roumanie, et qui sont même parfois carrément à bâton rompu. Alors l'exigence de justice sociale, la lutte contre les inégalités fait partie des moteurs évidemment, mais disons qu'à côté de ça, il y a d'autres priorités et d'autres perspectives. Quelques enjeux peut-être de cette élection. On peut voir qu'il y a plusieurs choses. En toile de fond, en Roumanie, vous avez toujours la question de la mémoire du communisme qui structure en partie le champ politique partisan roumain. Il y a en gros ceux qui sont là, voilà, pour, dans le meilleur des cas, l'oubli par rapport au passé de 45 à 89, ou ceux qui misent sur la réconciliation nécessaire, etc. Mais les clivages sont de ce type. Et en tout cas, même si c'était une histoire d'il y a 30 ans, ça reste ni plus ni moins l'un des marqueurs, des marqueurs identitaires de structuration du champ politique. Autre point, effectivement, sur l'environnement géopolitique et la longue durée de la Roumanie, ce qu'il faut voir, effectivement, c'est que la Roumanie ne fait pas partie de l'espace Schengen, n'a pas l'euro et régulièrement est critiquée par les institutions européennes par rapport aux questions de corruption, d'état de droit, etc. Donc tout ça est vrai. Il faudra peut-être aborder effectivement les relations particulières que la Roumanie peut avoir avec la France, et réciproquement. On sent de ce point de vue-là peut-être que le compte n'y est pas nécessairement. C'est-à-dire qu'il y a probablement moyen de faire plus de choses avec la Roumanie. Si on regarde le nombre de jumelages qui existent entre la France et un pays étranger, on s'aperçoit que la Roumanie est extrêmement bien placée. C'est peut-être le quatrième de mémoire. Quelques années, c'est le quatrième pays avec lequel nous avions le plus de jumelages. Et je pense que l'Europe, c'est l'affaire évidemment d'État, c'est l'affaire de population, mais c'est aussi l'affaire de collectivités territoriales. Et là-dessus, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas totalement exploité, ou en tout cas quelque chose qui pourrait être, qui témoigne d'une vitalité des échanges qui ont pu avoir lieu après 89, au moment de la transformation, et qui n'a peut-être pas été entretenu comme on aurait pu le faire. L'un des enjeux de ce scrutin, c'est, et là-dessus, je crois qu'il y a des attentes fortes de la part d'une majorité de Roumains, c'est la question de l'état de droit, c'est-à-dire la question liée au clientélisme, à la corruption, à l'indépendance de la justice. Et là-dessus, c'est effectivement l'une des actes social-démocrates est attendue, et je pense qu'il faut mettre cette valeur état de droit autant que possible parmi nos exigences et nos points bilatéraux, de nos échanges bilatéraux. Et quatrième élément, effectivement, qu'il faudra aussi prendre en compte pour cette élection, c'est le facteur Covid. C'est-à-dire qu'on a bien vu comment, dans à peu près toutes les élections depuis quelques mois, le fait d'être un sortant est nécessairement, quasi, je veux dire, un gage de dégagisme des populations. L'avantage pour le Parti social-démocrate depuis une année, et donc le fait de se retrouver en dehors des responsabilités directes est un atout,
au moment d'aborder un scrutin, et donc on verra effectivement dans quelle mesure ça joue. Ça ne renverse pas nécessairement d'opinion, mais en tout cas, ça peut contribuer à ce que certains s'abstiennent plus que d'autres. Et donc, c'est dans cette logique d'abstention différentielle qu'on verra quel est le résultat en fait et l'impact du virus. Peut-être quelques précisions pour terminer. D'abord, pour rappeler que dans notre dialogue avec la Roumanie et la gauche roumaine, il y a un certain nombre de thèmes qui ne prennent pas la même importance, effectivement, sociétaux n'est pas forcément abordé et ne rentre pas nécessairement dans le fonds de commerce du Parti social-démocrate. Et vraisemblablement, voilà, il faut espérer d'ouverture à l'avenir, mais ce n'est pas forcément la priorité des dirigeants du PSD. Également, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une appétence pour les questions d'environnement qui ne se manifeste pas pour l'instant par la création de partis politiques spécifiques prenant en cause cette thématique-là. Donc le point est peut-être que c'est un facteur autour duquel il est intéressant de discuter, de mettre en perspective notre situation politique française et la situation politique roumaine. Je pense qu'il y aurait des choses intéressantes de voir également, c'est sous quelle modalité on peut imaginer un rapprochement franco-roumain. Il y avait eu par le passé un certain nombre de gestes. Peut-être que il y a certainement matières à davantage échanger avec notre partenaire roumain. Je prends par exemple, exemple très simple, vous aviez il y a quelques semaines, au mois de septembre dernier, un sommet M7. Le M7, qu'est-ce que c'est? C'est 7 pays méditerranéens, en tout cas tel que c'est présenté aussi comme en quelque sorte un groupe au sein de l'Union européenne relayant les préoccupations à la fois des pays latins et des pays, j'allais dire de la Grèce et de Chypre. Donc un héritage hellénique et latin, s'il fallait le dire rapidement. Ce qui est magnifique dans ce groupe du M7, comme on l'appelle, c'est qu'en réalité, il y a d'autres pays méditerranéens qui n'en font pas partie. La Croatie, la Slovénie sont parfaitement des pays méditerranéens, mais n'en font pas partie. Ce qui est amusant, c'est que le Portugal n'est pas un pays méditerranéen, c'est un pays atlantique, par son histoire, par sa géographie, etc. Et ce qui est frappant, c'est que la Roumanie est partie alors que c'est un pays latin. Donc, il y a probablement des choses à faire dans notre politique française et européenne, et en tout cas dans la politique européenne de la France, il y a peut-être là-dessus une forme de manquer, c'est-à-dire il est étonnant de ne pas s'appuyer sur la Roumanie avec lesquels on peut avoir des liens historiques, culturels extrêmement précis, et donc là-dessus il y a peut-être, en tout cas des occasions manquées, peut-être que le Med7, c'est-à-dire les 7 pays méditerranéens, qui pourra à l'occasion se rappeler le Med8, serait un espace tout à fait pertinent et en tout cas un vecteur d'échanges et d'influence dont la France aurait tort de se priver, puisqu'aujourd'hui, la plupart des États européens sont dans des alliances intra-européennes et que sans ces alliances intra-européennes, vous avez plus difficilement la possibilité de faire avancer des consensus au niveau européen. Quelques éléments peut-être pour finir. À ce stade, on n'en est que dans j'allais dire le commentaire de sondage, donc on est effectivement encore à 2 semaines de ces élections roumaines. Vraisemblablement, le PSD connaîtra une chute similaire à ce qu'elle a connu aux élections européennes, aux élections présidentielles. Donc on peut vraisemblablement imaginer que ce sera le deuxième parti derrière le Parti national libéral, qui est un parti historique de la Roumanie, puisque c'est un parti qui date de 1875, donc qui est finalement plus âgé que nos partis politiques français les plus illustres, que ce soit le Parti radical ou la SFIO. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très historique qui a su renaître en quelque sorte après 89. Donc il y a ce type de parti très enraciné qu'on a dans le paysage politique. Il y a un type de parti qui est un peu l'héritier, c'est-à-dire héritier du précédent régime pour le PSD, dans la mesure où l'idée est
d'être de vrais sociodémocrates, c'est-à-dire démocrates avant tout, c'est le point important. Et puis garder en fait les donc là on peut imaginer qu'ils seront autour de les derniers sondages que j'ai vus donnent 33% pour le PNL, 22% pour le PSD, ce qui évidemment est un recul considérable par rapport à 2016, mais ça le maintient en tant que deuxième parti. Et puis ensuite, vous avez d'autres partis qui, voilà, à ce stade, seront très vraisemblablement derrière le PSD. Donc le PSD a, je pense, voilà, une véritable présence nationale. Je pense que les temps sont peut-être un peu compliqués, mais il y a à la fois un travail sur soi à faire par rapport aux élections et par rapport au travail programmatique. Et puis, il y a également, là aussi, un facteur Covid dont on ne connaît pas encore, j'allais dire, l'effet concret. Et on voit un peu effectivement ce que ça peut produire, et on a pu voir effectivement ce que ça a pu engendrer dans d'autres compétitions électorales. Et donc, on verra effectivement ce qu'il en sera début décembre en ce qui concerne la Roumanie. Voilà. Il y Parfait, aurait parfait. d'autres choses à dire, mais je pense voilà, qu'on peut peut-être faire un premier tour. Commençons les échanges. J'ai vu que Sébastien Poupon est là et c'est un grand amoureux de la Roumanie. Donc, si tu veux poser une question, vas-y. Si vous, enfin, moi, j'en ai déjà plein, hein. Quid y aura-t-il ou pas rattachisme avec la relance des discussions de rattachement de la Moldavie à la Roumanie? Euh, la Roumanie est a une grosse façade avec la mer Noire. Qu'en est-il alors que la mer Noire est moins agitée, mais quand même par les relations internationales, on a un gros acteur avec la Turquie et la Russie. Euh, Comment est-ce qu'ils vivent le fait que la Moldavie, le voisin moldave vit plus ou moins une situation analogue à celle de l'Ukraine, avec la présence de troupes russes sur son sol? euh, Quid de la relation aux États-Unis? La Roumanie n'a pas forcément super brillé dans l'épisode de la guerre en Irak, en accueillant des centres de détention. Voilà. Ça aide pas forcément à aider à discuter défense européenne, ou en tout cas, la question est posée. Eh ben, je peux déjà répondre, si tu le souhaites, Alexander, aux quelques questions que tu as posées, parce qu'il y a effectivement de quoi dire. Donc et puis, je pense qu'après, c'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser. Après, on va enchaîner. Rattachisme. En réalité, la position de la Roumanie est un peu celle de la France. Si on décidait que, après tout, on a un voisin qui s'appelle la Belgique, qui parle français, donc c'est nécessairement une identité française, et donc il serait temps en fait d'en finir avec cette espèce d'impérialisme néerlandophone qui essaie de déculturer nos propres compatriotes nationaux. Bon, je caricature, mais c'est un petit peu effectivement le discours tel qu'on peut le voir. Alors pourquoi? Parce qu'en réalité, la principauté de Roumanie, les principautés sont unies vers 1860. La Bessarabie ne faisait déjà plus partie de la Roumanie. Et si vous voulez, pour dire allez, pour faire 200 ans d'histoire en 3 phrases, la Russie impériale a piqué la Bessarabie à la principauté de Moldavie du temps 1812, donc des guerres napoléoniennes. La Moldavie actuelle, du coup, est restée une centaine d'années sous l'Empire russe. En 1918, a eu 20 ans pendant lesquels elle était en Roumanie. Puis, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Et après la Seconde Guerre mondiale, ça a été pendant 50 ans une république soviétique avant de devenir indépendant. Ce qu'il en ressort, c'est que tout simplement, au bout de 30 ans, il y a une identité propre qui se crée, quand bien même les deux langues sont. Enfin, il n'y a pas de langue, il y a une seule langue qui est du roumain des deux côtés de la frontière, mais le fait d'avoir une même langue ne garantit pas une assimilation identitaire identique. Sinon, l'Allemagne et l'Autriche ne feraient qu'une.
mais j'avoue, dans l'histoire de l'Europe, ce n'est pas ce qui a le plus réussi. Et donc, je suis un peu méfiant par rapport à certaines demandes qui étaient tenu dans son temps par Corneliu Vadim Tudor, mais par une partie de l'extrême droite, et puis par le conducateur lui-même, c'est-à-dire par Ceausescu, avait cette idée qu'il fallait que la Russie rende la Bessarabie. Mais je pense que c'est un débat qui est relativement secondaire en Roumanie, c'est-à-dire on le met dans certains cercles. On a davantage peur d'une OPA hostile de la Hongrie finalement que d'appétit pour aller chercher la Moldavie. Mais il y a quand même un discours qui est entretenu de rattachisme et qui, on l'a vu dans ces élections-là, c'est-à-dire dans les élections moldaves d'hier, il y a 2 semaines, les 2 candidats les plus virulents, qui ne sont pas des premiers venus, l'ancien maire de Chisinau, qui a aujourd'hui 42 ans, mais qui a été maire très jeune, à peine un peu moins d'une trentaine d'années, a fait campagne sur la réunification, 1,14%. L'ancien ministre de l'Intérieur de Maya Sandu, 3% à peu près et demi Donc c'est un thème qui fait 15% en Moldavie maximum, et c'est un thème qui j'allais dire, en Roumanie ne pèse pas grand-chose dans la partie. Mais il n'en demeure pas moins que les Roumains seront toujours les premiers à montrer l'importance de leur rôle dans la région, et notamment en Moldavie. Donc je pense quand même que c'est relativement secondaire. Ce qui est intéressant, la mer Noire. Là, pour le coup, l'un des intérêts du Med7 que je mentionnais, et ça fait le lien, était précisément l'espèce de présence, même plus que de la présence à ce niveau-là, l'impérialisme néo-ottoman, notre camarade Erdogan. Pour l'instant, effectivement, la Roumanie est restée très classiquement atlantique dans ses attaques. Ce qui est plus problématique effectivement pour la Roumanie, c'est que dans ce truc atlantique, il y avait l'idée que la Turquie, c'est un État allié de l'OTAN, etc. Mais quand la Turquie commence à taper sur le voisin orthodoxe grec, c'est beaucoup moins un copain qu'avant. Et donc se pose un peu la question de ce positionnement de l'OTAN, là où peut-être que la diplomatie française pêche un peu. Davantage d'autonomie européenne du président Macron, et on peut la partager à titre individuel tout à fait légitimement. Ce qui est plus compliqué, en revanche, c'est de présenter ça comme l'alternative. Si vous dites, écoutez, il faut qu'on ait de l'autonomie européenne parce que vous ne savez jamais qui peut gagner une élection aux États-Unis, et ça pourra demain être des gens qui ne sont pas vraiment enclins à défendre vos intérêts. Ils défendront leurs propres intérêts. Et de l'autre côté, vous n'êtes pas sûr non plus qu'au sein de l'OTAN, il n'y ait pas des dissensions majeures à l'avenir. Ça s'appelle la Turquie et on les voit déjà. Par conséquent, je veux dire, mais ne mettez pas tous les œufs dans le même panier. Ce type de discours-là vis-à-vis de la Roumanie peut fonctionner. Tout simplement parce qu'il fonctionne dans un pays comme l'Estonie. L'Estonie envoie des troupes en Afrique avec nos soldats au Mali. En contrepartie du dialogue stratégique, il y a plus de présence française au niveau européen. Donc l'Estonie joue ce rôle en disant non, pour nous, les relations transatlantiques, c'est très très important, mais on a un petit plus qui est une forme d'autonomie européenne de défense qui rajoute quelque chose à ce dialogue. Et je pense que c'est là-dessus en fait que la France a pêché, notamment dans ses relations vis-à-vis de la Roumanie. Je pense qu'on pourrait regagner j'allais dire, des présences en mettant l'accent sur la mer Noire, en se positionnant là-dessus comme on l'a fait, puisqu'après tout, ce sont nos militaires qui sont aujourd'hui face à Erdogan, et ce d'autant plus que Erdogan ne nous veut pas que du bien, et donc il faut tout à fait en être conscient. Il faut connaître l'adversaire avant qu'il soit un ennemi, mais néanmoins, il faut savoir poser les limites de la part de la Turquie actuelle, des dirigeants turcs pour être plus précis. Ok, super. Allez-y. J'en ai une petite là, concernant Parle fort, par contre. ouais, les élections là. Donc les élections, c'est les élections législatives. Quel est le système électoral en Roumanie? Le pouvoir. Est-ce qu'il y a des sondages pour l'instant effectués? Alors, sur les sondages, oui, il y en a un certain nombre. Je peux reprendre le dernier que j'ai vu, qui
qui concernait donc je crois qu'il date je referai le point, mais il me semble du 30 octobre. On est donc sur le PNL qui serait donc en tête. Alors encore une fois, la différence entre le sondage d'intention de vote et puis la réalité est à attester, mais en tout cas, donc on est sur 33% pour le PNL, 22% sur le PSD. Vous avez un parti à 2020 qui n'existait pas lors des précédentes, sous cette forme, lors des précédentes élections, qui est listé à 17%. Et puis vous avez ensuite on descend plus vite, il y a le parti pro qui lui est à 8%, l'UDMR à 5% et le PMP à 5%. Alors si je vous dis ça, il faudrait ensuite être un peu précis. Le parti pro, peut-être pour donner quelques éléments, parti pro, c'est le parti de l'ancien camarade Victor Ponsa. Un point d'ailleurs important pour le PSD et pour comprendre aussi pourquoi il a pu susciter quelques déceptions parmi ses soutiens. Le PSD a connu un certain nombre d'affaires de corruption. C'était vrai notamment pour Adrian Nastase, qui est terminé en prison. C'était vrai aussi pour Liviu Dragnea, plus près de nous, qui était en prison. Et Victor Ponsa lui-même a été inquiété pour ces questions-là. Donc, on est voilà, sur des dynamiques qui sont effectivement qui sont compliquées. Sur le mode de scrutin, effectivement, alors, il y a une particularité dont il faut garder en mémoire, c'est qu'il y a des représentants des minorités nationales parmi au sein du scrutin. Ça, vous avez 18 pays. 18 députés au sein du pays. Vous avez également des députés de la diaspora. Donc ça correspond à nos députés français de l'étranger. Ils en ont 4 en l'occurrence, ce qui est quasiment proportionnel à ce qu'on aurait en France. Et puis on est sur sur un scrutin proportionnel en 2020. Donc là, ça donnera une idée assez rapide finalement du nombre du nombre de députés en fait qu'on aura effectivement dans ce cadre. Super, merci. Question? Oui. Vas-y, Bernard. Ouais, Hugues. Alors attends, ouais, Hugues, vas-y, Bernard derrière. Ah, okay. Faites court, faites court parce qu'il reste 3 minutes 16. Donc si rebelote toujours, si on coupe, on se relogue avec le même identifiant, comme ça on peut essayer de poursuivre la conversation. Le PSD était un peu le déshonneur de la social-démocratie. Quelles sont les forces qui permettent d'envisager une rénovation de ce parti? On n'a pas assisté au début, donc peut-être que je pose une question qui a été réglée, mais est-ce qu'il y a des forces qui permettent justement d'entrevoir que ce parti se normalise par rapport aux normes européennes? Voilà. Alors, il y a effectivement une obligation, comme je le disais. La difficulté qu'on a avec le Parti social-démocrate, alors, c'est précisément en fait que, comme on dit, oui, c'est pas le seul à avoir eu quelques difficultés. On peut penser à Mečiar en Slovaquie, qui était lui-même très particulier dans ses orientations. Mais disons qu'il y a peut-être quelque chose alors qui est lié je vois qu'il me reste 2 minutes 13 pour essayer de trouver la bonne formulation. On a quelque chose qui est de l'ordre de les partis, un certain nombre de partis socialistes, démocrates d'Europe centrale et orientale sont beaucoup plus proches de l'Église, en fait, plus proches de l'Église qu'une bonne fraction de la droite. Ce qui est assez surprenant, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on peut observer avec le cas particulier. Effectivement, donc c'est une alliance de conservatisme social, d'euroscepticisme parfois,
de positions un peu populistes et finalement de manque de prise en cause. Moi, je crois qu'il y a un travail programmatique à faire. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Travail programmatique sur les nouvelles formes d'inégalité et sur les thématiques environnementales les inégalités environnementales semble le point. Sur quoi il peut s'appuyer en fait, l'une des difficultés va être que si vous écoutez la plupart des membres de la diaspora qui votent, sont très souvent des populations plutôt jeunes, travailleuses, et elles ne se tournent pas vers le Parti social-démocrate. On en parlait hier avec Alexander. Le fait est qu'il n'y a pas de représentants du PSD à Paris bien identifiés avec lesquels on pourrait avoir ce type d'échange et qui serait certainement très précis et très pertinent. Je pense que là-dessus, l'une des difficultés qu'on peut identifier, c'est un peu celle-là, c'est-à-dire le manque de lien avec la diaspora. Je pense que ce serait une première type de réponse et je pense qu'on aurait toute notre place là-dedans. Bernard Roux, je t'en prie, vas-y. Oui, merci. Oui, moi, je m'interrogeais sur le régime parlementaire et la manière dont le président était élu. C'était un régime suffrage universel direct ou indirect, ou etc. Est-ce que c'est un régime plutôt présidentiel, plutôt parlementaire? Voilà la question que je me pose. Et petit insert complémentaire, parce que présidentiel, on a affaire à une république en Roumanie, mais le 6 décembre, c'est bien les 2 chambres qui sont renouvelées. Hein. On est sur un système bicaméral avec 2 chambres. Oui, alors peut-être quelques éléments. Régime, élection présidentielle au suffrage universel direct du président de la République, donc pour lequel Klaus Iohannis est maintenant on est à son 2e mandat. Donc oui, ça on est sur ce type de points. En ce qui concerne la place respective effectivement du Parlement, on n'est pas sur un régime de type 5e République, dans la mesure où le Parlement a quand même davantage de pouvoir. D'ailleurs, il y a eu des affrontements par le passé assez considérables entre le Parlement et le président. On peut se souvenir par exemple des difficultés que pouvait avoir un Traian Băsescu quand il était président de la République roumaine. Combien de fois il a failli être mis de côté ou par le Parlement. Donc, on a dans cette histoire roumaine, en fait, il y a un équilibre des pouvoirs qui est peut-être différent de celui qu'on a en France, qui va vers davantage de poids pour le Parlement, qui peut plus facilement effectivement faire pression sur le président, et puis moins de prérogatives du président aussi. Donc s'il fallait résumer, on est sur un système en fait tel qu'on l'observe dans la Moldavie voisine et qu'on voit dans un certain nombre de cas, c'est-à-dire à la fois un président élu au suffrage universel qui pour autant a des pouvoirs moins étendus que ce qu'on a dans la Ve République, avec un Parlement qui est, donc là en l'occurrence la Moldavie est monocamérale et la Roumanie est bicamérale, mais avec un poids effectivement plus important en fait, qui se manifeste notamment sur des questions sur la politique et le gouvernement mène la politique telle qu'elle est développée au Parlement. Steven, tiens, par exemple, ça fait super longtemps que on n'a pas échangé. Je t'en prie. Je sais que toi, c'est plus la Scandinavie habituellement qui est plutôt le centre d'intérêt, mais je t'en prie. Salut, merci, bonjour à tous. Je ne vais pas poser de questions, je vous ai écouté en fond, je trouve ça très intéressant. Donc, je ne vais pas intervenir plus que ça, mais en tout cas, merci de m'avoir donné la parole, Alexander. Et voilà. Très bien. Je vous ai écouté en fond, c'est la première fois que je participe à ce type de présentation que je trouve extrêmement instructif, et ce ne sera pas en tout cas la dernière. Voilà. Eh ben, c'est super, très bien. Alors, Sébastien me dit, comme il a des problèmes de latence dans son truc, il voulait utilise le chat pour poser les questions. Daphné.
pareil. Voilà. Liviu Dragnea a empoisonné le PSD ces derniers temps et il semble enfin hors jeu. Il est hors de doute que Ciolactu est un adversaire de Dragnea, vu qu'il a soutenu Tudose contre le premier dans le bras de fer qui les a opposés. Cela peut-il être un facteur permettant de redorer l'image du PSD? Il est vrai que le PSD a eu plusieurs moutons noirs, j'en parlais tout à l'heure, c'était vrai de Nastase, c'était vrai effectivement. Donc, la question effectivement est posée. Il y a deux choses en fait. Il y a la dynamique électorale et puis après il y a le mérite des uns et des autres. Disons pour le moment il n'y a pas enfin, je veux dire, l'actuel secrétaire général est plus respectable dans le sens où il n'y a pas là-dessus, enfin il n'y a pas de gros dossier en fait où il n'a pas été mis en difficulté. Est-ce que ça suffit à redorer l'image? On a quand même un appareil électoral qui est un peu endommagé, c'est-à-dire si vous voyez la défaite de la candidate PSD au présidentiel, c'était quand même une défaite assez massive. On est sur du 66-34. Donc, Mme Danchila a été. Est-ce que là-dessus, c'était son tort principal ou celui de son parti? Ce qui est certain, c'est que le PSD a besoin de se ressourcer ou en tout cas de montrer son attachement à l'état de droit. C'est autour de ça, en fait, que le PSD sera à même de conquérir de nouvelles parties de l'électorat. Après, ce qu'il faut observer, c'est que le PSD a été attaqué très très tôt dans sa mandature. Si vous vous souvenez bien, élection fin 2016, élection triomphale, 46-47% donc vraiment en fait un niveau de soutien extrêmement important. Et quelques semaines après, il y a eu une loi qui était passée qui concernait les questions de corruption et d'amnistie. Et ce qui était frappant, c'était d'avoir une bonne partie des Bucarestois qui étaient partis manifester, drapeau européen à la main, pour dire bah non, là, il faut arrêter les questions de corruption, etc. Mais il y a quand même un vrai décalage pour moi entre les personnes qui manifestaient à ce moment-là, qui demandaient de nouvelles élections, alors même que des élections ont été faites 3 semaines auparavant, 3-4 semaines en réalité. Donc il n'y avait pas lieu de tenir de nouvelles élections. Mais ce qui est certain, c'est que le PSD se rendra un grand service en évitant de se tirer ce type de balle dans le pied. Pour autant, et peut-être c'est aussi ça qui a expliqué son succès à un moment, c'est que cette revendication de l'état de droit et d'être un État européen normal, elle existe peut-être plus fortement dans les villes, et peut-être que dans un certain nombre d'électorats plus ruraux, vous avez un intérêt finalement à se dire bon bah ok, je paye telle ou personne, mais au moins je sais à peu près ce qu'il en est. Donc dans les processus électoraux, dans les prises de décision, etc., peut-être que une partie du succès du PSD explique aussi la raison pour laquelle il a du mal, il aura du mal s'il ne change pas à élargir son spectre électoral, ou en tout cas à se renforcer. Donc il y a à la fois des questions d'offres électorales et des différents partis qui sont proposés, puis il y a également en quelque sorte son image. Il a un réseau, c'est un parti d'élus encore très, très largement j'allais dire présent, etc. Et donc, il ne faut pas vendre la peau du PSD aussi facilement. Je pense qu'il y a quand même des raisons d'espérer qu'il puisse à la fois se transformer sur ces points-là et puis accueillir de nouvelles personnes. Il est évident que la crise sociale et humanitaire qui se précise avec la Covid-19 devrait amener soit des raidissements au sein de la population, soit une demande de moins d'inégalité, plus de solidarité dans cette période-là. Donc c'est peut-être là-dessus que le PSD peut jouer sur cette campagne. Ce questionnement-là, il nous est très propre à nous. Il est assurément aussi en partie où tu viens de le dire en disant que effectivement le fait qu'ils aient passé une loi d'amnistie, boum, ils se le sont pris en boomerang quasi immédiatement. Est-ce que c'est vraiment le cœur de la campagne électorale là? Est-ce que c'est ça nous préoccupe?
mais est-ce que c'est ce qui préoccupe le paysan roumain ou l'ingénieur du Târgu Mureș ou celui qui est sur les stations balnéaires de Constanța? Voilà. Autour de quel thème est-ce que tu as identifié, toi, que la campagne était en train de se nouer? Je crois que la question de la corruption, elle reste, elle est là. Et en fait, ça fait partie de ces questions qui, pour la population, font partie des questions essentielles. Donc, je pense qu'il y a évidemment ça. Puis, il y a un deuxième thème qui est évident, qui est la partie Covid, et savoir comment ils vont réussir à gérer l'après-Covid. Ça, c'est un enjeu fondamental. Et puis, et je pense voilà, que le champ de l'actualité internationale est beaucoup concentré là-dessus. Et en réalité, c'est à mon avis voilà, les deux points essentiels en fait que l'électorat roumain se pose. J'avais vu, moi, alors il y avait une histoire de scandale sur une réserve naturelle avec des exploitations forestières où ils n'hésitaient pas à aller déforester, couper quelques parcelles, même si c'était dans un parc naturel. Et ça, pour une partie de la population, c'est assimilé à de la corruption et de la mauvaise gouvernance. Donc, dans le biais en fait que peuvent avoir des Roumains par rapport à ça, il y a quand même cette idée on est gouverné par des escrocs, et depuis 89 avec cette idée selon laquelle si on a tué Ceausescu très vite, c'est probablement parce que certaines personnes y avaient tout à fait intérêt, et avec une procédure de jugement assez sommaire par ailleurs. Donc oui, je pense que de ce point de vue-là, une bonne partie des Roumains ne se font pas d'illusions démesurées par rapport à leur classe politique. C'est assez déchanté, mais ça explique aussi pourquoi il y a eu un tel mouvement migratoire, d'émigration depuis la Roumanie, et ça vers un certain nombre de pays européens. Dernière chance, voilà. Vas-y, Daphné. Oui, en fait, tu disais qu'il n'y avait pas de parti écologique, mais ça veut dire qu'il y a un manque d'intérêt pour la population. Et est-ce que pendant la campagne, il n'y a pas eu même pas des mots parce que finalement, on ne sait pas très bien comment s'est déroulée la campagne avec les contraintes du Covid. Et finalement, il n'y a pas eu de mots sur peut-être une politique à venir en termes écologiques. Personne n'a joué sur ce tableau-là? Je l'ai pas vu dans la campagne comme l'un des thèmes. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de. Comment c'est né en fait dans nos systèmes politiques, j'allais dire, en Europe de l'Ouest. Ça a été tout un travail au sein de la société civile d'intellectuels. On peut penser au cas français, évidemment, dans les années 70, René Dumont, puis de travail auprès d'associatives, etc., pour faire émerger ça comme l'une des causes existentielles importantes. Dans les années 70, évidemment, la Roumanie était surtout autre chose. Donc c'est nécessairement plus jeune et nécessairement moins développé au sein de la société civile. Et c'est qu'à partir du moment en fait où on sera avec un certain type d'électorat urbain qui se prononcera sur ces questions-là, qui verra effectivement concrètement les effets, etc., que pourra naître un parti politique consolidé sur ces enjeux-là. Ce qui est frappant, c'est de voir qu'effectivement, dans l'espace post-soviétique, ça a pu exister. On a des mouvements de résistance qui avaient été organisés sous l'Union soviétique déjà, et l'une des manières de manifester sous l'Union soviétique sans remettre en cause directement le régime, c'était de parler des questions d'environnement. Donc il y a eu malgré tout la société a travaillé quand même cette thématique environnementale à ce niveau-là. Bon, jusqu'à présent, ça n'a pas eu les mêmes effets. En tout cas, ça a eu des effets limités en Roumanie. Qu'on le veuille ou non, malheureusement, il n'y a pas de mouvement fort, j'allais dire social écologique, qui se serait imposé. Et si juste peux rajouter, ça veut dire que ça viendrait on va dire, des diasporas urbaines en Europe. Ça viendrait il faudrait travailler là-dessus. Peut-être, c'est une excellente, je trouve que c'est un excellent point, c'est-à-dire se dire que le PSD en tant que tel, est-ce qu'il est attractif avec ce qu'il propose aujourd'hui? Pas forcément pour la diaspora.
En revanche, dans une diaspora, je pense, de Roumains parisiens, etc., l'idée selon laquelle, oui, le social écologique, c'est peut-être plus intéressant que ce qu'on propose de l'autre côté de l'échiquier politique, c'est une offre politique qui n'a pas nécessairement été faite jusqu'à présent, mais qui certainement serait, je verrais presque plutôt ça comme il faut quasiment avoir un parti frère qui se fait pour les Roumains de la diaspora, en vue d'attirer ce type d'électeurs et en vue effectivement de leur faire une offre qu'ils peuvent comprendre dans l'environnement culturel dans lequel ils sont présentément. Juste une incise, hein. Arte a passé un truc sur les trains, un voyage à travers la Transylvanie. Regardez-le, parce que mais alors c'est très bucolique, c'est touristique. Mais enfin, tu entends quelques petits éléments, comme par exemple une villageoise qui dit bah, moi, là, je tricote parce que je vends des chaussettes grâce à un petit jeune qui a créé une boîte, parce que je survis avec des allocations sociales. Et elle donne le montant, et le montant, c'est un équivalent de 50 €. Voilà. Oui, oui. On n'est pas du tout dans les mêmes référentiels. Donc, la question et après d'ailleurs ils ont effectivement des campagnes magnifiques, totalement préservées, pardon, complètement chamboulées par le remembrement opéré par Ceausescu, et donc avec des open fields complètement délirants, mais avec un taux de mécanisation. Alors ça nous paraît pittoresque, les charrettes, les machins dans les campagnes, mais on est dans cet état de réalité-là aussi, avec un boom. La dernière fois, en regardant un petit peu les images de Constanza, par exemple, la côte sur la mer Noire, les hôtels ont poussé comme des champignons après la période de transition. Donc, mais clairement, on n'est pas dans les mêmes problématiques, et il faut regarder les niveaux de vie. Oui. Voilà, mais complète, parce que c'est juste du ressenti. Je vais devoir malheureusement bientôt vous quitter parce que je suis attendu d'une autre réunion, mais en tout cas non, tu as raison de rappeler ça effectivement dans j'allais dire dans les niveaux d'attente et les référentiels. Et effectivement, l'argent de la diaspora, elle est importante économiquement. Elle apporte aussi d'autres références à la Roumanie, et il ne faudrait pas que finalement les seules choses à laquelle ils soient réellement confrontés finalement n'orientent la Roumanie que dans un sens, et ne tiennent pas compte finalement d'un certain nombre de choses qui se passent ou de réalités qui se passent en Roumanie même. Donc je pense que c'est effectivement, je pense qu'à côté, c'est une vraie réflexion pour les PSE, peut être aussi celle-ci, c'est-à-dire comment penser les mouvements diasporiques qui sinon très très majoritairement sont sur des positions de droite, de centre-droite, parce qu'ils disent voilà, visiblement c'est comme ça que ça se fait. Il y a un manque de socialisation européenne à ce niveau-là, alors que le PSE fait un travail remarquable sur tout un tas d'autres. Voilà, c'était le mot de conclusion. Florent, un très grand merci à toi. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci. On te laisse aller sur notre réunion. Et vraiment un très grand merci. À bientôt. Merci beaucoup. Ciao.